Actuellement à la tête de l'e-réputation et des médias sociaux chez LVMH, notre invitée d'aujourd'hui, Clara Malien, est à la pointe de la gestion de la réputation en ligne pour décrypter ce que nous disons sur les marques et transformer ces conversations en actions concrètes. Puisque tout ce que je peux observer, faire en e-réputation va alimenter ma stratégie contenu d'édito sur les réseaux sociaux. Avant LVMH, Clara a mis ses talents au service de grandes marques comme Adidas. Elle a également été athlète professionnelle, membre du collectif olympique de l'équipe de France de taekwondo, apportant une dimension unique à son profil. Comment choisir la bonne stratégie de médias sociaux dans un environnement aussi complexe que LVMH ? Quel est le quotidien d'une responsable de l'e-réputation mondiale d'un groupe de luxe ? Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de quelqu'un qui, tous les jours, transforme les données sociales en tendances de demain. Bonne écoute et abonnez-vous. Bonjour Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Si tu étais un réseau social, lequel serais-tu ? Ah, on commence fort. Ah bah là, La question. tu nous as dit que tu avais beaucoup préparé. Ouais, j'ai beaucoup préparé parce que c'est une vraie question. Je pense que ça en dit beaucoup de la personne. Et classiquement, je pense que si j'étais un réseau social, je serais Instagram. Honnêtement, je travaille dans le luxe. Je vais au Fashion Week, j'adore la photo. Bon, ça faisait sens de dire que je suis Instagram. J'aurais aimé vous dire, ouais, je suis TikTok, je suis trop cool, mais bon. T'es pas de la Gen Z ? Non. et à contrario, celui sur lequel tu serais vraiment pas du tout ? Et bah là aussi, je suis née dans les années 90, donc j'aurais aimé vous dire que non, je suis pas Facebook parce que c'est un peu mieux Facebook maintenant. Ouais. Mais bon, dans les faits, je peux pas vous dire ça parce que j'ai quand même beaucoup utilisé Facebook et j'ai grandi avec Facebook, donc je peux pas le renier totalement. Mais je pense que je suis pas Twitch. S'il y a bien un réseau social que je comprends pas et où j'ai vraiment du mal à m'intéresser à ce qui se passe dessus, c'est Twitch. Et c'est assez marrant. Enfin, toutes les marques de luxe, entre guillemets, ont un Instagram dans le viseur. Pour faire quelques analyses dans le secteur, c'est souvent là où il y a eu un maximum de publications, souvent quand il y a des lancements, etc. Et pourtant, est-ce que, par exemple, un réseau social qui peut-être est plus abandonné comme Twitter, est-ce que c'est quand même un réseau social que vous avez, que vous regardez, que vous écoutez ? Oui, c'est vrai que chez LVMH, Instagram, c'est hyper important et c'est de très loin la plateforme qui est la plus scrutée. Quand on fait des stratégies de communication, on pense toujours à Instagram en termes de contenu, sur ce qu'on va pouvoir poster sur Instagram. Pour autant, déjà, c'est pas la plateforme où on est le plus suivi. On a 1,2 million d'abonnés sur Instagram, alors qu'on est quand même à 2,5 millions quasiment sur LinkedIn. Donc j'aime bien rappeler ça aussi même à mes interlocuteurs en interne. Quand ils parlent beaucoup d'Instagram, je dis toujours attention, il n'y a pas qu'Instagram, c'est une belle vitrine et c'est une belle vitrine de ce qu'on fait, de nos savoir-faire, de toutes nos actions de communication. Mais il y a d'autres réseaux sociaux. Nous, on est présents sur 8 plateformes chez LVMH. Donc LinkedIn est extrêmement important, pas que pour l'aspect marque employeur, mais de manière générale. On est aussi présents sur Twitter X. Alors on suit de près Elon Musk, tout ce qui peut se passer sur X, c'est sûr qu'on y est assez sensible et que c'est un terrain qui peut être rapidement, je pense, dangereux pour une entreprise. Néanmoins, c'est aussi un super réseau social pour parler de certaines choses et nous, on n'hésite pas à l'utiliser. On est présent sur Facebook, on est présent en Chine aussi, sur des réseaux sociaux chinois. Et on est présent sur TikTok, on a été un des premiers groupes de luxe. Je parle pas forcément là de marques, mais vraiment de groupes d'entités corporate à se lancer sur TikTok et à proposer des contenus qui sont vraiment adaptés à la plateforme. Et on est assez fiers parce que on ne voyait pas forcément sur un TikTok. On peut se dire LVMH, qu'est-ce qu'ils vont dire sur TikTok ? C'est pas une maison, c'est pas un Dior, c'est pas un Louis Vuitton, ils font pas de défilé. Pour autant, on réalise tous nos contenus nous-mêmes. On réutilise pas du tout de contenu que pourraient nous donner nos maisons. On fait toutes les captations, les montages, etc. Et en un peu plus d'1 an et demi, en 2 ans, on a dépassé 600 000 abonnés. C'est quoi l'objectif d'une grande maison de luxe ou d'un groupe de maisons sur TikTok ? C'est d'aller toucher une nouvelle génération, d'aller... Ouais, complètement. Ouais. Complètement. On sait que des maisons comme Vuitton sont des maisons qui vont beaucoup parler à la Gen Z, etc., notamment avec des têtes de proue comme Pharrell. Quand on est à la base une holding financière, c'est plus compliqué, mais on a notamment des vrais enjeux de recrutement sur des nouveaux métiers et on veut attirer la plus jeune génération, leur faire connaître qui est LVMH,
quels sont nos engagements, quels sont nos métiers, etc. Et en fait, on s'est dit, quoi de mieux que TikTok pour les atteindre. Mais on avait en tête que on pouvait pas arriver sur TikTok en postant la même chose que ce qu'on pouvait poster sur un Instagram ou sur un Facebook. Il fallait vraiment leur proposer du contenu qui était adapté. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire vraiment au quotidien. Et ça marche bien puisque notre audience sur TikTok est très jeune et on a des retours ultra positifs. On a fait une étude il n'y a pas longtemps pour voir un peu si on avait des haters sur les réseaux sociaux et sur quelle plateforme est-ce qu'ils étaient. Et il se trouve que TikTok, c'est plutôt safe pour nous parce qu'on a beaucoup de commentaires positifs et quasiment pas de commentaires négatifs, alors qu'on en a beaucoup plus sur un Twitter ou même sur un Instagram. Et comment tu places Facebook dans cette échelle-là? Enfin, je sais que ça, c'est toujours c'est peut-être le réseau social le moins sexy, mais chez la plupart de nos invités, quand on leur pose la question, finalement, ils le placent quand même dans une position grande de par le volume. Ce qu'on y poste, et c'est un peu un mix de ce qu'on peut poster sur du LinkedIn et sur du X. Facebook, néanmoins, en termes d'impression, les posts Facebook, à chaque fois, c'est des impressions de dingue. Et on sait que ce qu'on va poster sur Facebook va être ultra visible et va nous permettre, je pense, d'attirer une audience qui n'est pas non plus celle d'Instagram, qui n'est pas celle de LinkedIn et qui n'est pas celle de TikTok. Donc, on ne peut pas se permettre de négliger Facebook. C'est vrai que c'est difficile parce que moi, personnellement, je ne sais pas comment est-ce que le réseau social va évoluer. J'ai du mal à voir le futur de Facebook à horizon 5 ans ou 10 ans. Ça reste l'un des réseaux sociaux avec le plus d'utilisateurs et avec une rétention qui est quand même énorme. Parce que même s'il y a moins de viralité, les gens ne sont pas forcément des abonnés de Facebook. Du coup, toi, comment est organisé ton travail? Tu as une partie effectivement de regarder, tu parlais des haters, tu parlais comment ça ressort. Et quel est l'impact de ce travail-là sur, par exemple, la création? Comment tu vas t'orienter là-dedans? Mon job chez LVMH, c'est Head of e-réputation et social media. Donc j'ai vraiment les deux casquettes, la casquette très e-réputation, social listening, communication de crise, etc. Et la casquette social media, où je m'occupe en fait de toute la stratégie réseaux sociaux. Ça peut paraître assez éloigné, mais c'est très lié quand même, puisque tout ce que je peux observer, faire en e-réputation va alimenter ma stratégie de contenu, d'édito sur les réseaux sociaux. Il y a toute une partie, effectivement, dans la réputation sur ce qui va être, évidemment, détection des crises, mais avant même de la détection des crises, la détection des signaux faibles. Aussi un aspect veille sectorielle, concurrentielle, etc. Donc, être très à l'écoute, en fait, des conversations autour de LVMH, autour des maisons. Et ça alimente énormément ma réflexion sur la stratégie réseaux sociaux, puisque d'une certaine manière, ce qu'on va poster va alimenter ces conversations. Donc en fait, c'est un cercle qui peut être soit vertueux, soit vicieux. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus vertueux possible. Et d'une certaine manière, même si on ne répond pas directement aux conversations autour d'LVMH, les contenus et la stratégie réseaux sociaux qu'on propose, et en tout cas, on tente de montrer vraiment nos engagements par ce biais-là. C'est quoi l'objectif ultime, en fait? Moi, je le comprends super bien pour une marque. Forcément, c'est visibilité et derrière, peut-être vendre plus de parfums. L'objectif ultime pour une holding financière comme ça, pour LVMH, c'est... Ouais. Tu saurais le définir, finalement? Parce que j'imagine que si ça touche à plein de... Complètement. En fait, nous, on n'a pas d'objectif business. Donc, c'est un point en moins, dans le sens où notre communication ne va pas driver de vente. Ça va être le cas pour nos maisons. Et tant mieux si la communication d'LVMH permet aussi de driver du business sur nos maisons, parce qu'à la fin, c'est aussi ça qui compte. On est une entreprise, on vend des choses. Mais la communication LVMH, en fait, elle vise avant tout à faire rayonner les engagements du groupe. On a plusieurs piliers d'engagement, que ce soit par exemple l'innovation, tous nos engagements environnementaux, et surtout, et c'est une très grosse partie, tous nos engagements autour des savoir-faire et de la créativité. Donc en fait, nous on se positionne vraiment comme l'entité qui va permettre de faire rayonner ça et de faire rayonner nos maisons par le prisme de ces engagements. Tu as eu et tu as plusieurs vies, à la fois professionnelles et ailleurs. C'est quoi la différence, juste pour rester sur ce premier point? Tu as travaillé chez Adidas, tu as travaillé en agence, ouais. Aujourd'hui chez LVMH.
Sur la partie, prenons juste la partie réputation, c'est quoi la grosse différence entre l'analyse de la réputation d'un Adidas ou d'un LVMH pour toi? C'est quoi le sujet qui vraiment... Sur l'analyse de la réputation, en fait, chez Adidas, j'y suis rentrée, alors pas par hasard, mais c'est vrai que dans mes études, j'ai fait Sciences Po, double master, parce que je savais pas trop vers quoi je voulais m'orienter. Et j'ai été prise chez Adidas, comme j'adore le sport, ça me plaisait plutôt, dans une équipe qui était l'équipe Market Intelligence. Honnêtement, quand tu as 20 ans, Market Intelligence, tu sais pas tout ce que c'est. Mais ça sonne bien déjà. Ça sonne bien, tu te dis ouais, ça va être super cool sur LinkedIn. Et en fait, t'avais vraiment c'est là que j'ai vraiment découvert la veille et tout ce qui va être analyse de tendance, analyse sectorielle. Alors j'étais en stage, bon certes c'était un stage d'1 an, donc c'était un long stage, mais je faisais beaucoup de benchmark, beaucoup d'études, plutôt études marketing, mais je pense que ça a vraiment alimenté aussi mes connaissances sur le sujet et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après j'ai fait une petite pause pour ma partie carrière sportive, mais c'est vrai que quand j'ai voulu on va y revenir. Quand j'ai voulu me replonger plutôt dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de repenser à ce que chez Adidas j'avais aimé versus ce que j'avais moins aimé, et c'est vrai que la veille, le social listening, c'est tout de suite quelque chose qui m'a attirée. Et en agence, c'est pour ça que je suis partie en agence et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant plus de 5 ans avant de rejoindre LVMH. La différence vraiment, je pense que ça tient à l'exposition et à la notoriété de la marque ou du groupe. Adidas, c'est une marque, non seulement c'est une marque commerciale, donc qui vend des produits, mais disons que c'est une marque qui n'est pas forcément trop exposée au risque. Quoique, ils se sont quand même pris pas mal de backlash ces dernières années. Mais disons qu'LVMH, c'est un peu différent parce que c'est un groupe qui est extrêmement polarisant. Si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu aimes bien Adidas ? Il va te dire oui ou non, mais ce sera pour des raisons vraiment esthétiques, du type j'aime bien les produits, j'aime pas les produits, je préfère Nike. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue s'il aime bien LVMH, il va te dire oui, j'adore, c'est le luxe, ou alors il va te dire non, je déteste. Et ça tiendra à des raisons tout autres, qui vont être notamment liées à la personnalité de la famille Arnault qui dirige LVMH et à tout ce qu'on peut entendre autour du groupe, du type l'évasion fiscale, le greenwashing, la question de l'empreinte économique, etc. Donc c'est des enjeux qui sont très différents de ce que peut avoir une marque commerciale. Non, mais ça c'est sûr. C'est tout aussi, je pense, cette complexité qu'ont ces marques qui ont une place... qui dépasse juste le business, quoi. C'est très personnalisé aussi. C'est personnalisé, c'est sociétal en fait. Enfin, tu l'as dit, hein, c'est sociétal. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels faut faire attention, faut veiller ce qui se dit. Et cette polarisation, vous l'avez vu grandir ou ça se réduit? Comment ça justement depuis que en fait, je sais pas, une mesure est possible ou non? Est-ce que c'est tu vois? Est-ce que c'est lié? Est-ce que ça s'impacte aussi sur les différentes maisons? Les maisons, elles sont, je pense, un peu moins touchées. Alors, elles peuvent avoir d'autres crises qui les touchent. C'est vrai que l'industrie du luxe est touchée par pas mal de crises qui sont assez communes aux différentes marques. On a beaucoup parlé d'appropriation culturelle, on a parlé de sujets du type la maigreur des mannequins, le greenwashing, etc. Ça, c'est des sujets qui vont toucher directement les maisons. Mais quand tu es un groupe, c'est un peu différent. Moi, je suis chez LVMH depuis à peu près 1 an et demi. Mais quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait déjà vraiment cet enjeu de réputation et de cette question un peu latente de comment est-ce qu'on peut améliorer l'image du groupe, notamment en France où tout le monde connaît LVMH. C'est pas forcément le cas dans d'autres régions du monde. Je pense que ce que j'ai apporté depuis mon arrivée, c'est plus cet aspect outils et mesures, où maintenant on peut vraiment essayer de quantifier en fait les conversations autour de la marque et voir en fait comment ça évolue. On fait beaucoup d'études et notamment à l'approche des JO. C'est vrai que ça fait un peu moins d'1 an qu'on est partenaire de Paris 2024. Pour nous, c'est un enjeu et évidemment, on est ultra fiers de contribuer au rayonnement d'un événement comme les JO. Mais pour nous, ça va au-delà. C'est aussi un outil de gestion de notre réputation et de notre image auprès des Français et auprès des gens dans le monde de manière générale. Les JO, justement.
J'imagine qu'il y a un petit pic de volumétrie. Et le 3 juillet, donc on est à moins d'un mois, on est à 3 semaines de la cérémonie d'ouverture. Je pense que de manière générale, il y a encore beaucoup de questions en suspens sur comment vont se dérouler les JO, sur l'impact que ça va avoir sur la vie des Parisiens, sur la ville de manière générale. Les JO ont quand même été énormément critiqués, notamment en France. Moi personnellement, j'ai hâte. Pareil. Moi, j'ai plein de places. Moi, j'ai plein de places. J'espère que j'aurai le temps d'aller voir les épreuves. Mais j'ai hâte. Non, je pense que en fait, ça va être un super événement. Alors, je dis pas que ça va se dérouler à la perfection et qu'il y aura pas de couac. C'est pas le sujet. Mais dans les autres éditions, c'était le cas aussi. Mais ça va quand même être une fête incroyable et c'est quelque chose qu'on va vivre une fois dans notre vie. Et c'est vrai que chez LVMH, on est ultra fiers d'être partenaire. On se positionne vraiment comme le partenaire créatif de Paris 2024. On avait vraiment cette volonté de ne pas être un partenaire parmi d'autres. C'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à déclarer notre candidature, notre partenariat. Beaucoup de gens ont dit oui, vous arrivez au dernier moment, alors qu'il y a des partenaires qui sont là depuis 4 ans, 5 ans. Et beaucoup de gens ont dit vous êtes partenaire parce qu'il manquait du budget, parce que Emmanuel Macron vous a sollicité, etc. Il n'y a pas que ça. Je pense que là, en un an, on a eu des temps forts de communication autour des JO qui ont eu une résonance assez inimaginable. Ouais, c'était marquant. Je pense notamment aux médailles. Et Chaumet, qui est donc une des maisons du groupe, qui a designé les médailles qui seront remises aux athlètes. Avec le métal de la Tour Eiffel, c'est ça. Et voilà, et tout le monde a retenu cet aspect-là. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont athlètes et qui vont participer aux JO. Et ils m'ont dit, ouais, mais c'est incroyable, en fait, on n'a jamais vu ça sur une autre Olympiade. Donc, en fait, on a eu un réel apport créatif. Il y a les médailles, mais il y a aussi les tenues des cérémonies d'ouverture. Il y a les malles qui vont contenir les médailles. La malle qui contient la torche du relais de la flamme. C'est des choses qui sont concrètes et qui sont tangibles. Et je pense que ça légitime aussi notre partenariat, alors que beaucoup de gens ont pu dire au début qu'ils ne voyaient pas trop le rapport entre LVMH et le sport. On connaît quelques personnes qui travaillent notamment sur ces sujets aux Jeux Olympiques, pour pas les citer. Mais enfin ouais, tout l'enjeu et eux en fait ils sont presque soulagés que les JO commencent parce qu'en fait t'avais toute cette gestion de la réputation qui en fait se passait en amont de l'événement, parce qu'une fois que l'événement a commencé, c'est bon, c'est lancé. Mais tous les bad buzz, on va pas les citer, mais tous les bad buzz qu'il y a eu en amont de l'événement, c'est limite, c'était un peu déceptif, moi je trouvais, parce que ça va être une fête. Donc bon, après on va pas défendre tout ça, mais ouais, non, ça devait être. Donc c'était aussi le cas de votre côté, c'est-à-dire que c'est plus l'amont qui est difficile à gérer. Ouais, l'amont est difficile parce que t'es aussi dépendant de choses que tu maîtrises pas du tout. Tu vois, les bad buzz autour des JO. C'est pas ça n'impacte pas forcément et c'était pas forcément lié à ce que LVMH peut faire. Nous, on a eu notre lot de bad buzz. Bad buzz, c'est un très grand mot, mais notamment avec avec le reveal de la tenue des cérémonies d'ouverture pour les athlètes qui ont été conçues par Berluti. Comme beaucoup de tenues, mais le coq sportif a eu la même chose. Nike a eu 10 fois pire aux États-Unis avec les tenues des athlètes en athlétisme. Il y a des gens qui ont dit c'est moche, mais bon, ça c'est classique. Ils l'ont, c'est moche. Vous n'avez pas mis de manches sur les vestes, il aurait fallu mettre des manches. Ils l'ont aussi. Ils vous auraient dit il fait chaud. En fait, ça c'est des choses auxquelles on s'attendait évidemment, mais c'est vrai que quand ça arrive, tu peux vite te dire mince, en fait, on a raté, on n'a pas compris les attentes des athlètes, etc. Au final, c'est aussi des conversations d'une semaine et puis après, on passe à autre chose. Et voilà, là, pendant la cérémonie, tu verras les athlètes, quand ils défileront, ils porteront ces tenues. Et peut-être qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a des gens qui diront « Ah, elles sont vraiment pas jolies, on attendait quelque chose de différent de la part de LVMH, etc. » Et quand on s'implique autant qu'on s'est impliqué, quand on regarde tout l'investissement qui a été fait sur ça, comment est-ce qu'on pourrait attester que LVMH a réussi son partenariat JO? Quelles métriques finalement on pourrait regarder? Est-ce que c'est la visibilité pure? Est-ce que ça va se ressentir plus sur l'opinion des... Il y a les deux. Ouais. Il y a une partie visibilité. C'est vrai que pour nous, c'était un enjeu. On a pas mal d'études qui ont déjà été faites et qui nous ont déjà été livrées. On voit qu'en termes de visibilité, le reveal notamment des médailles, le reveal des tenues, le reveal aussi de nos athlètes, parce qu'on c'est vrai qu'on s'est associé à plusieurs athlètes.
ont été des temps forts de communication énormes, qu'on peut pas comparer avec d'autres choses qu'on aurait pu avoir auparavant. Ça, on le sait déjà que ça nous amenait beaucoup de visibilité. On s'attend à en avoir encore pendant l'événement. Peut-être pas autant, parce que c'est vrai que pendant l'événement, le focus est vraiment sur le sport et sur les athlètes. Et je pense pas qu'on reparlera autant des partenaires à ce moment-là. Mais c'est sûr que nous, ça va nous intéresser a posteriori de mener des études qui soient autant quanti que quali, de voir déjà de manière assez simple combien il y a eu d'impressions, combien il y a eu d'engagements, le nombre de conversations, le nombre de mentions sur l'ensemble des réseaux sociaux, dans la presse, etc. Mais aussi de mesurer des items du type la perception du partenariat de LVMH, l'opinion que peuvent avoir les gens sur ce partenariat, la manière dont ils l'ont appréhendé, comment est-ce qu'ils en ont été informés, etc. Ça, c'est des choses évidemment qu'on va mesurer et qui nous serviront, je pense, pour la suite aussi. LVMH, c'est les plus grosses maisons de luxe en France. Le luxe français, on sait que c'est un outil de soft power assez énorme, donc c'était assez inconcevable qu'on ne s'implique pas. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté et qu'il n'y ait aucun acteur du luxe qui soit partenaire des JO. Ok. Et est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'ancienne sportive, on va y revenir du coup, est-ce que ça te fait quelque chose d'être responsable de cette mission-là pendant cet événement ? En fait, pour la petite anecdote, quand j'ai passé mes entretiens chez LVMH, on était en novembre 2023. Et mon dernier entretien, c'était avec Antoine Arnaud. Et en fait, il m'a direct parlé des JO. Il m'a dit qu'est-ce que vous pensez si on était partenaire des JO ? Ouais. Je lui dis, le release. Je sais pas, je pense que c'est une bonne idée. Et c'est vrai que comme je suis sportive de haut niveau en taekwondo, tout le monde pense toujours que je suis trop contente de travailler pour les JO, que c'est génial, etc. Bon, c'est vrai, je suis trop contente de travailler pour les JO, mais j'ai jamais voulu, de toute ma vie professionnelle, je me suis jamais dit, comme j'ai une carrière sportive, je veux travailler dans le sport. Là, pour le coup, l'opportunité, voilà, les circonstances ont fait que je travaille pour les Jeux Olympiques, mais ça n'a jamais été une volonté. Et je me suis jamais dit, je veux travailler pour un équipementier, je veux travailler pour une fédération, je veux travailler pour Paris 2024. C'était pas du tout le cas. Moi, j'aime bien compartir un peu ma vie. Et j'ai d'un côté ma carrière sportive et de l'autre côté ma vie professionnelle. Et j'avais pas forcément envie de les mélanger. Ça me dérange pas non plus de le faire. Et c'est vrai que je suis hyper contente de pouvoir contribuer à l'événement, de pouvoir assister à des épreuves, etc. Mais disons que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais vécu ces Jeux Olympiques vraiment de l'extérieur de manière tout aussi... T'as le risque d'être dégoûté, quoi, de faire que ça. Ouais, et puis en fait, c'est vrai que moi, j'ai fait du haut niveau en taekwondo pendant 10 ans. Et comme tous les athlètes, le rêve ultime, c'était les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que j'ai pas réussi. Après, avec le recul, je suis pas du tout amère et je considère que j'ai eu une belle carrière. Mais c'est vrai que j'ai jamais participé à des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que tu as toujours un petit pincement au cœur quand tu te dis, quand tu vois tes potes de l'équipe de France, t'en as certains qui sont au JO, tu te dis, waouh, projette quoi. Ça aurait été cool, moi aussi j'aurais aimé vivre ça. Mais après, je suis hyper content pour eux et je suis hyper content d'aller les voir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, tu te dis toujours, j'aurais bien aimé le vivre de l'intérieur. Tu peux mettre des petits faux tweets qui commencent à lancer des petites rumeurs, des petits hashtags. C'est compliqué la vie, alors que là j'ai déjà pas mal de boulot quand même. Tu trouves qu'il y a des athlètes aujourd'hui qui utilisent particulièrement bien les plateformes numériques, les réseaux sociaux en athlète français, il y en a qui se démarquent selon toi? T'en as plein. Je pense que de manière générale, depuis Rio, tu vois, je trouve que c'est particulièrement marquant depuis l'Olympiade de Rio, les athlètes ont vraiment compris que l'intérêt des réseaux sociaux. On va pas se cacher, le sport de haut niveau en France, tu deviens pas millionnaire et tu gagnes de loin pas bien ta vie, à part si tu fais du foot. Tu vois, tous les sports olympiques, c'est très mal payé, c'est très difficile d'en vivre et je l'ai vécu donc je le sais. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont un outil assez formidable pour permettre de se distinguer, d'attirer des sponsors et d'avoir de la visibilité. Tu as beaucoup d'athlètes qui le font très bien. Il y en a deux. Le premier, c'est Florent Manodou. Je trouve qu'il communique ultra bien sur ses réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il fait qui est particulièrement... tu vois, il est sur TikTok. C'est nature, quoi. Ouais. C'est ça. Il est
il est sur TikTok, il fait des petits challenges, il s'amuse dans la piscine, tu vois, c'est complètement dans les codes de la plateforme. Il a un Instagram qui est avec une esthétique plutôt léchée, etc. Enfin, tu vois qu'il est à l'aise et qu'il maîtrise sa communication, mais que c'est pas forcé. Et une deuxième qui le fait très très bien, je trouve, c'est Isaura Tibus, l'escrimeuse, parce qu'elle a un profil très artistique. Elle fait beaucoup de choses en plus de son sport. Elle a un magazine, elle a des podcasts, elle fait des vlogs, enfin, elle utilise vraiment hyper bien ses réseaux sociaux. Enfin, tu vois, moi je l'ai croisée à des défilés, donc elle est invitée par des maisons, à assister à des fashion week. Et en fait, c'est fou parce que c'est une athlète en escrime qui est certes un sport connu, mais qui est de loin pas non plus le sport le plus médiatique en France, si ce n'est au JO, donc tous les 4 ans. Et elle arrive à avoir une notoriété et un nombre de sponsors assez impressionnant. Est-ce que quand tu t'appelles pas Florent Manodou, c'est pas plus facile de communiquer que quand tu t'appelles le 10e nageur français que personne connaît et qui pourtant a beau appliquer des bonnes stratégies de communication, mais en fait ça marche pas parce que c'est intimement lié entre Ouais, c'est lié. Enfin, on va pas se le cacher, c'est lié. Si t'es champion du monde, t'auras toujours plus de visibilité que si t'es juste champion de France. Pour autant, t'as vraiment des athlètes, je trouve, qui arrivent à se démarquer et à proposer des contenus et un peu différents. Je pense par exemple, tu vois, à Pauline Déroulède, donc, qui est une athlète LVMH, mais c'est pas pour ça que je la cite. C'est une athlète paralympique de tennis fauteuil. En termes de résultats purs et de performance, elle a tu vois, elle n'a pas remporté de grand chelem, elle n'a pas de médaille olympique, quoi que ce soit. Mais en fait, elle a une histoire personnelle tellement forte et elle communique dessus de manière tellement opportune et elle communique aussi sur ses partenariats de manière assez intéressante. Elle est ultra médiatique. Tu recommanderais à ces athlètes-là d'aller sur LinkedIn, par exemple ? Ouais. Carrément. Carrément. Et sur LinkedIn, tu vois quand même aussi pas mal l'émergence d'agences / start-up qui font du conseil auprès d'athlètes sur leur communication LinkedIn. En fait, il serait bête de s'en priver. LinkedIn, c'est l'endroit où tu as toutes les entreprises. Si tu es en recherche de sponsors, si tu veux mettre en avant tes performances, je pense qu'il faut être sur LinkedIn. Après, évidemment, il faut adapter la communication. Tu partageras pas le même type de contenu que ce que tu peux partager sur ton Instagram. Mais c'est hyper intéressant comme outil et tu as beaucoup d'athlètes qui sont sur LinkedIn maintenant. Tu vois, même un de nos athlètes, on est en partenariat avec Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est un cas un peu différent. C'est un joueur de rugby professionnel avant d'être un joueur de rugby à 7. Et tu te dis, ce mec, il n'a pas besoin de LinkedIn. Pour autant, il communique sur LinkedIn et il communique hyper bien. Donc, moi, je pense que c'est un outil supplémentaire et que les athlètes, doivent, s'ils ont envie et s'ils ont envie de s'impliquer, ils doivent aller sur LinkedIn. Les footballeurs aussi, les Tchouaméni, tu vois, il est titulaire en équipe de France, titulaire au Real Madrid. Tu dis pourquoi il se met à publier sur LinkedIn. Et en fait, c'est un canal de communication supplémentaire qui te permet de toucher une cible un peu différente. Donc, je pense que quand tu es athlète, en fait, un athlète, c'est une marque. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir une communication 360. Un athlète, c'est une marque. Est-ce qu'un CEO... C'est une marque. Ouais, c'est une marque. Pour rebondir sur une autre casquette. Un CEO, c'est l'incarnation d'une marque, je pense, effectivement. Après, tu as des marques qui sont plus ou moins incarnées. Je pense qu'il y a plein d'entreprises du CAC 40 où on est incapable de connaître le CEO parce qu'il est peu médiatique, peu visible sur les réseaux sociaux, que c'est une entreprise dont on parle peu. À l'inverse, chez LVMH, tout le monde connaît Bernard Arnault. Et tout le monde connaît sa famille, ses enfants. C'est un peu Succession. Donc oui, chez nous, les dirigeants de LVMH sont plus que l'incarnation de LVMH, c'est LVMH puisque ce sont les fondateurs, c'est eux qui ont... Bernard Arnault, c'est lui qui a créé LVMH. Donc tu peux pas le dissocier de l'image du groupe. C'est quoi le gros défi pour toi qui intervient aussi sur cette partie leader advocacy Déjà, je pense qu'en termes de réputation, c'est compliqué. Parce que quand tu as la personnalité d'un dirigeant fondateur qui est aussi lié à l'image du groupe, en fait, si une crise, un bad buzz touche le dirigeant, ça va automatiquement impacter le groupe et vice-versa. Les deux sont indissociables. Et quand tu as une personnalité comme M. Arnault qui est clivant en France,
parce que premier au classement des personnes les plus riches du monde, etc., et ben, la réputation d'LVMH va forcément en pâtir. À l'inverse, si tu prends du côté US, où il est beaucoup mieux perçu, où là, pour le coup, tu as beaucoup plus le côté businessman, self-made man, etc., LVMH va avoir une super bonne réputation grâce à ça. Donc, dans le cas d'LVMH, c'est vraiment... tu peux pas du tout dissocier la famille Arnault et le groupe. Et après, en termes de leader advocacy, bah, c'est tout aussi compliqué, puisque quand c'est des gens qui sont aussi exposés qu'eux, ils vont être très réticents. Et d'ailleurs, culturellement, dans l'industrie du luxe, les dirigeants sont assez réticents à l'usage des réseaux sociaux à des fins personnelles. Alors, ces dernières années, peut-être même cette dernière année, ça se démocratise quand même beaucoup. Et tu vois de plus en plus de CEO qui sont notamment sur LinkedIn et qui utilisent LinkedIn pour incarner un peu la vision de la marque ou du groupe. Mais c'est vrai que c'est difficile en interne de convaincre et de montrer vraiment l'intérêt qu'ils ont à s'exprimer sur les réseaux sociaux. A fortiori, là c'est notre avis hyper brut, mais nous on trouve que sur les comptes qu'on a vus de dirigeants LVMH, c'était super bien fait. Ça s'adaptait vraiment à la plateforme, tout en proposant un contenu qui était, je pense à certains posts d'Antoine Arnault qu'on avait vu en amont. Comment est-ce que tu fais le choix de ces sujets ? C'est plutôt le dirigeant qui vient avec des propositions, ou à l'inverse, c'est plutôt de la veille de votre côté qui finit à un moment donné sur la table ? C'est les deux, je pense. Ouais. Déjà, dans le choix du dirigeant, moi, je suis en charge de cette stratégie leader advocacy. Quand je suis arrivée, il n'y avait aucun dirigeant. Il y avait des dirigeants de maison, quelques-uns, mais très peu. Mais si tu prenais le COMEX, la famille Arnault, etc., il n'y avait personne sur les réseaux sociaux, ou alors à titre personnel sur Instagram, ce qui est différent. Moi, j'ai vraiment prêché pour que Antoine Arnault soit notre premier ambassadeur sur LinkedIn. Alors, ça a mis du temps, il a fallu le convaincre, c'était très difficile. Mais maintenant, il y est. Félicitations. Merci. Depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'on voit déjà des résultats ultra probants. Mais je pense que c'est parce qu'on ne s'est pas contenté de dire il faut qu'Antoine Arnault soit sur LinkedIn et après on voit. En fait, il y a eu un énorme travail qui a été fait en amont pour mapper les territoires de communication sur lesquels on le voyait prendre la parole. Et c'est un travail qui est important parce que tu ne fais pas dire à Antoine Arnault ce que tu ferais dire, par exemple, je ne sais pas, à son frère Alexandre, en fait. Donc il faut, je pense, cerner un peu la personnalité du dirigeant et bien cadrer avec lui les sujets qu'il a envie d'évoquer. Nous, on a vraiment, on est parti de beaucoup de sujets dans un cercle hyper large et on a vraiment resserré pour arriver à peut-être 3-4 grandes thématiques sur lesquelles il va prendre la parole et tous les posts qu'on va construire vont tourner autour de ces thématiques. Dans ces thématiques, donc tu en as pas mal, mais dans ces thématiques, tu as tout ce qui va toucher à l'empreinte économique de LVMH, qui est un sujet qu'on n'aborde jamais de manière frontale en tant que groupe. Alors tu vas avoir des articles de presse qui en parlent, tu as des journalistes qui en parlent, mais nous, on ne va jamais en tant que LVMH parler de notre empreinte sur le territoire. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Le fait qu'Antoine Arnault prenne la parole là-dessus, nous, on s'est dit, on teste. On a fait, je crois que c'était son 2e post ou 3e post, donc c'était vraiment au lancement. Il a commenté une étude qu'on avait eue sur ces sujets-là, sur les emplois directs, indirects créés par LVMH en France, etc., la valeur, le Made in France, etc. Et en fait, on n'avait pas anticipé le succès que ça allait avoir en termes de KPI, déjà en termes d'impression. Je crois qu'on a fini à près de 400 000, 500 000 vues du post, alors que sa communauté était encore très petite, vu qu'il venait de se lancer, il n'avait même pas 4 000 abonnés. Donc c'était assez énorme par rapport à son audience de base. Mais au-delà juste des chiffres, si tu regardais un peu les commentaires, c'était ultra positif. Et en fait, on n'avait pas l'habitude de ça, parce que c'est vrai que nous, on est toujours un peu frileux à parler de ce type de sujet, parce qu'on sait qu'on va être beaucoup critiqué, etc. Mais quand c'est LinkedIn et quand c'est un dirigeant qui prend la parole et qui incarne ces sujets, en fait, tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Et vraiment, les gens étaient ultra enthousiastes et vraiment nous remerciaient de l'impact, de faire rayonner le luxe, de faire rayonner la France, etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Pour une fois, on n'était pas en train de s'en prendre plein la tête. C'était cool. Tu penses qu'on verra un jour
alors peut-être pas LVMH, mais tu penses qu'on verra des grands dirigeants dans le luxe qui vont aller sur TikTok, qui vont créer des trucs vraiment, qui vont aller un peu explorer des pistes. Je pense, après, ça tient beaucoup à la personnalité du dirigeant. Moi, je pense vraiment que si les dirigeants n'ont pas envie de le faire ou sont pas à l'aise, tu peux pas, entre guillemets, les forcer parce que ce sera pas naturel. Mais en fait, là, on va forcément aller aussi vers un rajeunissement des dirigeants. Alors, pas tout de suite, pas dans 1 an, mais dans 10 ans. Tu vas forcément avoir à la tête des entreprises des gens qui seront beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux et qui auront été acculturés à tout cet écosystème depuis longtemps. Et oui, je pense qu'ils seront beaucoup plus à l'aise pour tester des choses, pour tester des formats. Ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, tu aies des CEO de grands groupes qui soient sur, je sais pas quel sera le réseau social à ce moment-là, mais que ça devienne normal en fait. Enfin, tu vois bien maintenant des hommes politiques sur TikTok. D'ailleurs, tu vois tous les hommes politiques sur TikTok. Ouais, j'imagine que du coup, dans cette communication aussi, tu as besoin aussi de voir les retombées. Chose qu'on a abordé plutôt au début. Quels sont les outils que tu peux utiliser pour faire ce genre d'analyse ? On a pas mal d'outils différents. Je pense que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et aussi de pouvoir comparer les outils entre eux. Ils sont assez complémentaires, certains. Quand je suis arrivée pour la petite anecdote, quand je suis arrivée chez LVMH, moi je venais d'agence, donc évidemment on avait des outils Autococker, VisiBrain, enfin les outils assez classiques du marché. Et donc je pense que le premier ou le deuxième jour, j'ai dit bon bah qu'est-ce qu'on utilise comme outil ici ? Et on m'a dit ah bah on n'a pas d'outils. J'ai dit bah comment ça on n'a pas d'outils ? Head of réputation sans outils. Et vraiment il y avait la réputation, c'était vraiment quelque chose qu'on mesurait un peu. Ah ouais, c'était du scrolling. Ouais. Okay. Et je me suis dit ah oui. D'un côté, je pense que pendant 10 minutes je me suis dit mince. Ouais, et après je me suis dit en fait c'est une opportunité parce que du coup tu vas vraiment pouvoir apporter les outils que tu estimes les plus à même de pouvoir t'aider et de mesurer ce que tu as envie de mesurer en fait. Donc il y avait un accord quand même avec le groupe, avec Meltwater, avec Radarly. Donc j'ai commencé, je l'avais jamais utilisé, je l'utilise depuis que je suis arrivée, mais j'ai complété avec d'autres outils. Je travaille beaucoup avec VisiBrain. J'utilise les deux au quotidien. Après, j'ai aussi testé de plus petits outils. Je travaille beaucoup avec des startups. Okay. LVMH est très à la pointe dans l'innovation. On a la maison des startups, donc on incube pas mal de startups et t'en as pas mal qui se positionnent sur le social listening. C'est intéressant de travailler avec eux déjà parce que tu fais vivre et tu fais grandir une startup, donc c'est intéressant pour nous. Et puis ils ont souvent des solutions ultra innovantes. Et les startupeurs qui lancent leurs propres outils de social listening, ils sont assez passionnés par le sujet. Donc moi, j'aime bien parler avec eux. Et puis surtout, quand tu as un groupe comme LVMH, ils ont souvent, eux, envie de travailler avec nous. Et donc, à l'inverse d'outils qui sont très établis, où ça va être très dur d'avoir des évolutions, eux, ils peuvent vraiment faire évoluer l'outil en fonction de tes besoins. Et tu peux vraiment co-construire une solution. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi d'avoir un outil qui soit vraiment personnalisé par rapport à ce qu'on veut. Et ouais, du coup, maintenant, on est plutôt bien outillés chez nous. Et c'est hyper important, honnêtement, c'est hyper important parce que ça légitime tout ce que tu peux avoir comme impression, ça permet de les légitimer, en fait. Et après, c'est vrai que sur les outils, au-delà de vraiment la data pure qu'ils sont capables de te délivrer, c'est hyper important d'avoir de la data qui est complète, qui est fiable. Mais là où moi, je suis un peu regardante, c'est aussi sur l'interface et le service client qu'il y a derrière. Tu as des outils, j'en citerai pas, mais tu as des outils où en termes de data, plutôt solide. Mais par contre, l'interface, elle est horrible, tu comprends rien. Et dès que tu demandes au support quelque chose, tu as 3 jours pour avoir ta réponse. En fait, ça, pour moi, ça, c'est plus acceptable en 2024. Moi, ce que j'attends d'un outil, évidemment, c'est la fiabilité, des données plutôt complètes, etc., ou le plus complète possible. Mais j'attends aussi d'avoir en face des gens qui sont capables de répondre à mes questions, à mes demandes, et d'avoir une interface qui soit un minimum compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas un méga expert du socialisme. Tu auras tous ces nouveaux players qui vont venir avec une brique techno hyper nouvelle et ça va être hyper intéressant. Et en même temps, les acteurs traditionnels, forcément, mettent en ce moment les bouchées doubles pour aller développer. Je pense à YouScan, je pense à tout le monde, VisiBrain, Meltwater, Autococker, etc. Et je pense que les 2-3 années à venir vont être hyper intéressantes dans notre industrie parce qu'on va voir. Ils se sont pas tellement segmentés, enfin, tu vois, verticalisés par secteur. Tu vois, t'as pas un outil.
ils vont un peu tous sur un peu sur Ouais. tous les secteurs. Oui. Et moi aussi, je pense que, enfin, il y a un moment où tu vas devoir rationaliser et se dire, en fait, tel outil est plutôt pas mal pour tel secteur. Voilà. Bon, c'est. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Et t'arrives à développer un peu l'adoption de ces outils, justement, parce que t'es arrivé, il y avait rien. T'as choisi les outils. Est-ce que t'as réussi ensuite à diffuser, à évangéliser sur l'utilisation de ces outils en interne? Honnêtement, pas trop. Moi, je les utilise. C'est aussi. Nous, on a eu un invité, pardon, désolé, je te coupe, mais on a un invité qui nous a dit, mais en fait, c'était le choix numéro 1 de l'outil. C'est-à-dire, à quel point on va arriver à le diffuser en interne. Ouais, c'est vrai que c'est important, mais honnêtement, j'y arrive pas trop. Tout le monde, enfin, les gens avec qui je travaille savent qu'il y a des outils, et donc souvent ils me demandent des analyses, etc. Après, je sais que dans mon équipe proche ou plus éloignée, si je mets n'importe qui devant l'outil, il va me dire, bah, je sais pas quoi en faire. Ouais. Après, c'est aussi, je pense, ça nécessite du temps de formation. Tous les outils nécessitent un temps de formation, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Il y a des gens qui seraient intéressés, mais ils n'ont pas forcément le temps de se former pour le moment, etc. Et c'est vrai que comme moi, je maîtrise bien les outils, Ouais. c'est plus facile de se reposer sur quelqu'un qui les maîtrise et de demander les analyses au cas par cas. Merci beaucoup. Hein, c'était Bah, merci à vous. c'était super intéressant. Bon courage pour les semaines qui arrivent. Ouais. Ça va être intense, mais en vrai, ça va être super cool. Donc, On va se croiser sur les plateformes de social listening, je crois. carrément. On va utiliser un peu les mêmes données. Mais ok, bah, merci beaucoup. Merci Et à toi. bientôt. vite. À très vite. À bientôt. Au revoir.